Bonsoir. L'Assemblée nationale a invité mercredi 9 février le ministre de la Défense à renforcer les FARDC afin de les amener à barrer la route M23 dans l'est de la RDC. Son président, Christophe Mbosso, l'a dit au cours d'une réunion avec les membres de la Commission Défense et Sécurité et le ministre de la Défense accompagné des officiers de l'état-major général. Tout en saluant l'adhésion de la RDC à la communauté des États de l'Afrique de l'Est, les deux parties ont déploré la passivité de la force régionale sur la ligne des fronts entre les FARDC et les rebelles. Cette situation a poussé Christophe Mbosso à demander au chef de l'État de prendre des mesures qui s'imposent. Nous saluons l'adhésion de notre pays à l'EAC. Cependant, si dans un délai raisonnable, les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'elles se complaisent à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des FARDC de prendre les décisions qui s'imposent. Fin de citation. Entre-temps, en pleine vacances parlementaires, députés et sénateurs demandent une session extraordinaire pour mieux suivre la situation qu'ils jugent préoccupante. Deux pétitions sont en cours, une au Sénat et une autre à l'Assemblée nationale. Que pensez-vous de l'initiative du Parlement congolais pour trouver des solutions à la crise dans l'Est de la RDC? Participe au débat Jean-Baptiste Mwindo Kassekwa, député national élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECD, parti membre de la coalition La Mouka. Il est membre de la Commission Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale. Jean-Baptiste Mwindo Kassekwa, bonsoir. Bonsoir, Kelly. Emery Okunji, député national élu sur la liste FONUS RASOP. Il est cadre de l'Union sacrée de la Nation et membre de la Commission PAJ à l'Assemblée nationale. Emery Okunji, bonsoir. Bonsoir, madame. Et Bob Kiabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique. Il est coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Professeur Bob Kiabamba, bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir aux auditeurs de Radio Okapi ainsi qu'aux honorables Mwindo et honorables Okunji. À Mandaka, dans la province de l'Équateur, vous nous suivez sur la 103.0. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal+, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine. Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à dec@radiookapi.net. Je l'ai dit dans mon introduction, l'Assemblée nationale invite le ministre de la Défense et l'état-major général à prendre des dispositions urgentes pour renforcer les troupes congolaises dans l'est de la RDC afin de barrer la route au M23. Le président de l'Assemblée nationale a dit hier au cours d'une rencontre au Palais du Peuple qui a réuni son bureau accompagné des membres de la Commission Défense et Sécurité d'une part et le ministre de la Défense accompagné des officiers de l'état-major général d'autre part. Tout en saluant l'adhésion de la RDC à l'EAC, les deux parties ont déploré le fait que la force de l'EAC déployée au Nord Kivu ne soutient pas les FARDC sur la ligne des fronts, ce qui pousse le président de l'Assemblée nationale à demander au chef de l'État de prendre des mesures qui s'imposent. Christophe Mbosso. Merci au ministre de la Défense, à l'état-major de notre force armée d'avoir répondu à notre invitation. Nous prendrons contact avec le commandant suprême des forces armées pour faire rapport de nos entretiens et présenter des propositions au nom de la représentation nationale. Nous saluons l'adhésion de notre pays à la communauté de l'Afrique de l'Est. Cependant, si dans un délai raisonnable, les forces régionales n'arrivent pas à nous soutenir contre l'agresseur et qu'ils se complaisent à soutenir ou à aider nos ennemis, nous demanderons au commandant suprême des forces armées pour qu'ils prennent la décision qui s'impose. Notre pays doit s'assumer. Ce n'est plus le moment où nous devons laisser les chefs de l'État seuls travailler. Nous soutenons les bons éléments de notre forces armées. Ceux qui trouvent qu'ils ne peuvent pas rendre service aux forces armées, qu'ils tirent les conséquences. Entre-temps, les parlementaires congolais demandent la convocation d'une session extraordinaire pour mieux suivre la situation qu'ils jugent préoccupante. Je l'ai dit, deux pétitions sont en cours, une à l'Assemblée nationale et une autre au Sénat. Et concernant la pétition du Sénat qui est en gestation, c'est pour exiger la convocation de la session extraordinaire au Parlement afin d'examiner la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la RDC. Son initiatrice, la sénatrice Francine Mouyouma,
Muyumba affirme que cette session aura pour but de mettre fin à l'état des sièges et exiger au gouvernement de doter l'armée des moyens conséquents pour vaincre l'ennemi comme en 2013. Pour cette sénatrice du Front commun pour le Congo, si la force de l'EAC n'est pas au front pour soutenir les FARDC, elle doit quitter le pays afin de laisser la place à la force de la SADC qui, selon elle, est mieux disposée à aider la RDC. On l'écoute. Lorsque nous avons clôturé la session, la situation n'était pas si dégradante qu'aujourd'hui. Il y a plus de 12 villages ou territoires qui sont tombés et qui sont sous contrôle des rebelles du M23. Donc le moment que le pays est en feu, cela veut dire qu'il y a une urgence. Et dès qu'il y a une urgence, ça nous demande de nous lever et de trouver des solutions immédiates. Cela veut dire que le Parlement doit pouvoir convoquer cette session extraordinaire afin d'examiner tout ce qui se passe là-bas à l'Est. Il est temps de réorganiser les commandements au niveau de l'Est. Il n'est pas tard et je pense que nous pouvons nous ressaisir. Si nous convoquons la session extraordinaire, moi, ma position est déjà claire. C'est de mettre fin à l'état des sièges et aussi aller dans le sens un peu de comprendre que le gouvernement nous apporte l'accord qu'il a signé avec la force régionale. Parce qu'aujourd'hui, cette force et ces troupes n'arrivent pas au front. Nous ne pouvons pas avoir des troupes qui ne se positionnent pas au front et qui n'aident pas nos militaires. Francine Muyumba, interrogée par Michel Kifinda, Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, député national, élu de Goma au Nord Kivu et secrétaire général adjoint de l'ECD, parti membre de la coalition Lamouka. Vous êtes membre de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez pris part à la réunion d'hier entre le bureau de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense? Non, je n'y ai pas pris part. Je suis revenu de Goma avant-hier. Et tout ce que j'ai fait hier, c'est signer la pétition demandant la convocation d'une session extraordinaire que j'avais déjà sollicitée par le point de presse que j'ai tenu à Goma le 1er février de cette année, intitulé « Sauvo Goma de la menace du M23 RDF » parce que la ville de Goma est en danger, non seulement Goma, comme je l'ai constaté à l'issue de mon séjour de 2 semaines, de Bunagana à passer par Kiwanja, par Rutshuru, par Kako, par Tongo, par Kishiche, par Kichanga, Kilolirwe. Les M23 se sont montrés plus cruels et plus pillards qu'en 2012-2013 et les menaces à partir de leur discours d'idéologie d'après lesquels leurs combattants devraient se faire payer à l'occasion de leur entrée à Goma, nous faut craindre les pires au regard de tout ce qu'ils ont fait dans des agglomérations si recitées. Et donc, il est urgent que des mesures soient prises et j'estime que ces mesures devraient être prises dans une session. Vous rejoignez donc le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui déplore la passivité de la force régionale sur la ligne des fronts entre les FARDC et les rebelles et demande au chef de l'État de prendre des mesures qui s'imposent. Alors, la première personne dont il faut déplorer le comportement, c'est l'honorable Christophe Mbosso. La commission défense et sécurité a évalué sa complaisance. L'état des sièges instauré depuis le 6 mai 2021. Nous avons formulé des recommandations et l'une des recommandations consistait à ce que le gouvernement nous présente un plan de sortie de l'état des sièges assorti d'un chronogramme d'opération parce qu'en définitive, nous nous rendions compte que aussi bien à Ituri qu'au Nord Kivu, l'état des sièges n'avait pas d'opération militaire sur le terrain. C'était quelque chose de creux. L'honorable Mbosso a bloqué toutes ces résolutions jusqu'à ce jour. L'honorable Mbosso a bloqué l'interpellation adressée au ministre de la Défense que j'ai personnellement déposée en date du 15 mars 2022. Il a bloqué. L'interpellation adressée au Premier ministre Samalou Kondé en date du 23 septembre 2022 à l'occasion des 100 jours d'occupation de Bunagana et de l'alisement de la situation en Ituri, au sud Kivu, au nord Kivu. L'honorable Mbosso, accusé réception de cette interpellation, a promis qu'un débat à huis clos devait être organisé là-dessus. Il n'a rien fait. Maintenant, aujourd'hui, que Goma est sous menace, non seulement Goma, mais au regard de la facilité avec laquelle les agglomérations des territoires de Rutshuru, de Nyiragongo, de Massissi
sont abandonnés aux mains de M23 RDF par les FARDC, il n'est pas exclu, madame, que nous revivions l'expérience de 96. L'agression de l'AFDEL a commencé dans la plaine d'Ouvira. Elle n'avait pas l'ambition de s'étendre jusqu'à Kinshasa. Mais lorsqu'ils ont constaté que les forces armées zaïroises à l'époque ne faisaient pas front contre elles, eh bien, l'agression a pris des ailes et sont venus jusqu'à Kinshasa. Même chose avec le RCD de 98. Donc, il n'est pas exclu qu'aujourd'hui, si des mesures correctives ne sont pas prises, que ces gens-là se donnent du zèle pour envisager aller jusqu'à Bunia, Bukavu, Kindu, Kasaï. Pourtant, je viens du terrain, disais-je, nous avons des informations faisant état de problèmes sérieux au niveau de la mise à condition. Avant de blâmer les forces de l'EAC, qui se comportent très très mal comme une véritable police du M23 à Kibumba et à Rumangabo, et la population en est indignée. Mais au-delà de ça, il y a des problèmes réels liés à la chaîne de mise à condition au nom de nos forces. Depuis que M. Félix avait dénoncé la magouille au sujet autour des effectifs, il avait dénoncé l'affairisme. Qu'est-ce que le Premier ministre a pris comme mesure jusqu'à ce jour? Non seulement au niveau des effectifs, quelles sont les conditions de motivation de travail de nos forces? Des militaires qui consentent des sacrifices énormes, j'en suis le témoin. Mais comment le gouvernement s'emploie pour les accompagner, pour les soutenir? On dirait que le gouvernement voit la guerre à la télévision, comme disait l'un des membres de leur équipe, mais également au niveau de la chaîne de mise en œuvre, la chaîne de commandement. La population de Goma se pose la question. En 2012-2013, les M23 avaient bien pris le contrôle de Goma, mais nous avons salué la bravoure d'un général, Félicier Baouma, avec des colonels sous ses commandements. Nous avons repoussé les M23 de Goma jusqu'à Tchandou. Aujourd'hui, le Nord Kivu compte plus de 23 généraux. Et on assiste à des conflits de pouvoir, à des conflits d'intérêts. Pourquoi vous pensez que la convocation d'une session extraordinaire mettra fin à tout ce désordre? Il ne nous est pas loisible de discuter de toutes ces questions sur la place publique. Mais dans une plénière à huis clos, à l'Assemblée nationale, nous allons inviter le Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, les chefs d'état-major général, les commissaires généraux de la police, les directeurs de l'ANER. Tous devraient être là pour que nous fassions l'état des lieux. Nous avons des informations de terrain. Des mesures auraient dû être prises depuis longtemps, mais mieux vaut tard que jamais. À l'issue de cette réunion-là, j'espère que des mesures correctives seront prises pour nous permettre d'assurer la montée en puissance des FARDC de manière à contraindre l'M23 à libérer le territoire occupé et l'empêcher d'étendre ses ambitions plus loin, comme la triste expérience de la guerre de l'AFDEL et du RCD. Du côté du SEDA, le but de la convocation d'une session extraordinaire, c'est d'exiger la levée de l'état de siège et exiger au gouvernement de doter l'armée des moyens conséquents pour vaincre l'ennemi, comme en 2013. Est-ce que c'est ça aussi que vous poursuivez à l'Assemblée nationale? Alors, personnellement, ce que je poursuis, je disais, nous devons faire l'état des lieux, l'évaluation des opérations militaires. Or, il s'est fait que l'état des sièges n'a pas de contenu opérationnel réel. Par exemple, pour ce qui est de l'Ituri. Parce que le contexte de l'Ituri est différent de celui du Nord Kivu. Les groupes armés Codeco, Zaïre avaient déjà signé des actes de reddition. Certains membres d'ailleurs de ces miliciens-là ont répondu à l'appel d'enrôlement dans les FARDC. Donc, il était possible par une approche politique appropriée d'encadrer la volonté de démobilisation de ces groupes. Malheureusement, le gouvernement ne l'a pas fait. Il est donc impérieux que l'on évalue également l'état des sièges autour de ces volets-là et décider des mesures de sa levée. Mais surtout, vous avez suivi le Parlement ougandais a siégé en début février et se propose que les troupes ougandaises soient autorisées à s'étendre plus loin, en Ituri notamment. Mais pour quel résultat? Parce que depuis que l'opération Umoja Weto a commencé, l'opération Soudia, je ne conteste pas la calmie dans les Rwenzori de Batalinga,
Mais le grand résultat, c'est que les ADF ont été repoussés vers Mambasa. Si aujourd'hui l'armée ougandaise est autorisée à aller jusqu'à Djougou, c'est dire qu'elle va repousser les ADF jusqu'à Haut-Ouélé, jusque dans la réserve de Fona Okapi, jusqu'à Chopo. Quel résultat aurons-nous fait? Plutôt que de statuer sur la montée en puissance. Les FARDC sont capables, ils en ont démontré la preuve en 2013. Elles sont en train de faire preuve de bravoure sur le terrain. Mais le problème, c'est au niveau politique. Nous devons assurer au FARDC des mesures politiques imposantes. Et cela, c'est à l'issue d'une réunion à huis clos avec toute la chaîne de gestion de l'armée, des opérations militaires. Au nom de l'unité nationale, j'invite tous les députés nationaux, toutes provinces confondues, à ne pas considérer que cette affaire est une affaire du Nord Kivu. Bien au contraire. Merci. Il ne serait pas surprenant de voir ces gens-là prendre du zèle et aller jusqu'à prendre le contrôle des institutions à Kinshasa. Emery Okunji, député national élu sur la liste Fonus Rassop, vous êtes cadre de l'Union sacrée de la Nation et membre de la commission PAJ à l'Assemblée nationale. Avez-vous aussi signé la pétition qui demande la convocation d'une session extraordinaire pour parler de la situation du Nord Kivu? Je vous remercie, Madame Kouté, pour la question. Permettez-moi de dire que lorsque le pays, la République démocratique du Congo, est agressée, lorsque la souveraineté nationale est menacée, eh bien, nous n'avons ni parti politique, ni coloration politique. Nous devons parler pays. Nous devons parler de notre dénominateur commun. Et je ne peux que saluer l'intervention de mon collègue, ça c'est quoi, sur ce qu'il venait de dire. Parce que il s'agit de notre pays. Il s'agit de la République démocratique du Congo. La pétition, madame, est constitutionnelle. C'est l'article 116 de la Constitution qui stipule que chaque chambre du Parlement peut être convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé à la demande soit de son bureau, soit de la moitié de ses membres, soit du président de la République, soit du gouvernement. Et donc, la pétition est un acte constitutionnel que tout député peut exercer ce droit-là. Vous saluez donc la démarche. Vous saluez donc la démarche des parlementaires. C'est tout à fait, c'est une démarche légale, c'est une démarche constitutionnelle. S'agissant des questions qui touchent à la sécurité de notre pays, à la menace, la menace qui guette la partition de notre pays, et je trouve normal que chaque député prenne des initiatives pour que nous puissions contribuer efficacement à mettre fin à ces complots internationaux dont la République démocratique du Congo est victime. Et cela est en harmonie, madame, avec l'article 63 de la Constitution qui stipule que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression extérieure. La convocation est donc urgente au regard de la situation sur terrain. Je trouve qu'il faut un remède de choc sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons une expérience positive dans ce pays. Il y a des gens qui sont encore vivants et qui ont bouté dehors ces agresseurs d'aujourd'hui, qui ont bouté dehors les forces rwandaises. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, madame, et ces gens-là sont vivants. Et donc, s'agissant de la République, il est temps que nous puissions parler la République. Il est temps que nous puissions nous unir à l'unisson pour mettre fin à cet état des choses à l'est de la République démocratique du Congo, où tuer les Congolais devient comme une prime à un pouvoir qui est assis plutôt sur des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et des crimes de génocide, puisqu'il y a
des gens, des ethnies visées. Tout un village a été exterminé. Et donc, je pense que nous devons prendre des traitements de choc pour mettre fin à cet état de choses. Et c'est quoi ce traitement de choc, Emery Okoundji? Il faut que les gens se parlent, madame. Une de propositions, c'est ce que mes collègues ont fait, faire une pétition afin que nous puissions nous réunir en session extraordinaire. C'est aussi une des solutions. C'est aussi, vous savez, madame, il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Professeur Bob Kiabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Professeur, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative du Parlement congolais pour trouver des solutions à la crise dans l'Est de la RDC? Il y a eu cette réunion du président de l'Assemblée nationale avec le ministre de la Défense et l'état-major général. Et puis il y a ces deux pétitions en gestation à l'Assemblée nationale et au Sénat. Merci beaucoup pour la question. Donc, il y a deux points qu'il faut relever dans votre question. Il y a d'abord la première question liée d'abord à la réunion qui a eu lieu entre Mbosso et le chef d'état-major ainsi que le ministre de la Défense. Là, à écouter le compte-rendu qui a été fait tout à l'heure par votre journaliste, on se rend bien compte qu'il y a véritablement un problème. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une incompréhension entre, d'une part, l'intervention des troupes de l'EAC, l'entendement qui est attendu par les Congolais n'est pas le même que l'entendement que ces troupes ont comme mission. Ce qui veut dire qu'il y a un problème au niveau de ce qu'on appelle les termes d'engagement, c'est-à-dire dans quelles conditions ces troupes de East African Community peuvent intervenir sur le terrain militaire, c'est-à-dire faire la guerre. Or, tant qu'on n'a pas ces documents-là, les documents des termes d'engagement, on ne sait pas si ces troupes sont arrivées comme force d'interposition, est-ce qu'elles sont arrivées comme force offensive ou pas. On ne le sait pas parce qu'on n'a pas le thème d'engagement, on n'a pas aussi le contrat, l'accord qui lie effectivement la RDC par rapport à cette dimension. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est qu'il y a, c'est qu'on entend quand on écoute les discours des uns et des autres, on se rend bien compte qu'il y a véritablement une incompréhension, voire non seulement une incompréhension, voire une méconnaissance au fait des mécanismes d'engagement et des mécanismes dans lesquels les troupes sont engagées dans ce qu'on appelle les forces d'intervention au niveau international. Et ça pose un gros problème que je soutiens par rapport maintenant à votre deuxième question qui concerne le fait que les parlementaires veulent savoir un peu plus par rapport à tout ce qui est en train de se passer. C'est le droit constitutionnel des parlementaires de pouvoir redemander justement d'avoir une session extraordinaire pour débattre des questions de souveraineté et des questions de sécurité nationale. Et là, je pense que c'est une façon pour le Parlement de pouvoir s'approprier ces différents accords qui ont été signés pour qu'on sache finalement qu'est-ce qui a été signé, qu'est-ce que ces troupes sont venues faire, dans quel cadre, avec quelle mission, parce que jusque-là, ce n'est toujours pas clair. Je vais être encore beaucoup plus loin. Quand j'entends, en fait, je lis ce qui est dit dans le Parlement ougandais, je lis ce que le président kenyan dit, je lis ce que le président burundais dit, et à chaque fois quand vous suivez ces différents discours, vous allez vous rendre compte que chaque pays a une espèce de lecture différente de ces forces d'intervention. Alors, comme chaque pays a une lecture différente, donc nous arrivons à un brouhaha. Concrètement, pour qu'on parle même concrètement, de toute façon, je peux vous dire que les forces régionales ne vont pas aller en guerre. Pourquoi elles ne vont pas aller en guerre? Parce que quand vous regardez le territoire qui est occupé aujourd'hui par le M23 et que vous regardez le nombre de militaires qui sont engagés par cette force, vous allez vous rendre compte que c'est tout à fait ridicule, voire impossible à ce que cette force aille faire la guerre à la place du Congo pour pouvoir neutraliser le M23. Pour l'instant, on a annoncé 900 militaires kenyans. Ils ne sont pas encore 900, ils ont des problèmes de garnison, ils ont des problèmes de logistique pour pouvoir faire arriver tout le matériel dont ils ont besoin pour pouvoir être effectifs et être actifs sur le terrain. Et donc, les 900 Kenyans qui sont déployés dans le Nord Kivu, madame, ne sauront rien faire par rapport à la situation sur le terrain militaire. Alors, je mets au défi le président Mbosso qui dit que d'ici quelques jours, s'il n'y a pas intervention offensive de ces forces, on va demander des comptes. Je vous dis, ces forces-là ne feront pas la guerre à la place du Congo.
de manière claire, sans ambiguïté. Et donc, on verra bien s'il y a une session extraordinaire, lorsque l'on va demander des comptes, et que le président Mbosso, à ce moment-là, demande au président de la République de tirer les conséquences. Ça veut dire quoi, les conséquences? Ça veut dire le retrait pur et simple de ces troupes, puisqu'elles ne servent à rien, et puis elles vont venir uniquement ajouter la confusion. Je vais encore aller beaucoup plus loin, madame, parce qu'il y a encore une autre dimension qu'on oublie souvent, c'est la dimension Burundi. Le Burundi est déployé aussi dans deux cadres. D'abord dans un cadre bilatéral entre la RDC et le Congo, puisque le Congo a demandé au Burundi de pouvoir intervenir sur le terrain. Et ensuite, après, il y a eu les accords de l'East African Community, dans lesquels les militaires qui étaient déployés dans le Sud Kivu ont maintenant la casquette régionale. Là aussi, se pose aussi énormément de questions. Quelle mission ont ces militaires? Mission offensive ou pas? Est-ce que c'est dans quel secteur? Quel commandement? Combien de troupes? Tout ça, ce sont des questions qui restent pendantes, sur lesquelles on n'a pas d'informations. Et comme on n'a pas d'informations, on reste dans le flou et on ne sait pas très bien ce qui est en train de se passer. Mais ce qu'on constate de manière très claire, le M23 avance et les groupes armés dans le Sud Kivu sont toujours actifs et continuent d'être actifs et de s'aimer la terreur et la population qui est toujours la première victime de ces différents conflits. Dans le Nord Kivu, on parle maintenant de plusieurs millions de déplacés. Certains parlementaires, à l'instar de la sénatrice Francine Muyumba, estiment que la force de l'EAC n'est pas au front pour soutenir les FARDC. Elle doit quitter le pays afin de laisser la place à la force de la SADC qui, selon elle, est mieux disposée à aider la RDC. Professeur, pensez-vous que la RDC devrait se tourner vers la SADC pour finalement stopper cette avancée du M23? Alors, il faut bien se rendre compte de ce qu'on appelle le tropisme de la RDC. La RDC est dans plusieurs organisations régionales. Et la RDC, sous la présidence de Félix Tshisekedi, a choisi délibérément de ne pas aller dans une dynamique sud, mais plutôt d'aller dans une dynamique est, East African Community. Et donc, le fait que, clairement, tous les signaux ont été envoyés à la SADC, que la SADC n'est pas intéressée, la RDC n'est pas intéressée par la SADC, mais beaucoup plus par rapport à East African Community. Au niveau de la SADC, ça a été clairement vu comme une espèce de trahison, pas une trahison, mais une espèce de changement de politique, ce qui est tout à fait légitime par rapport à tout un pays, changement de politique. Et lorsque l'on change de politique et que cette politique échoue et qu'on revient maintenant sur les autres fondamentaux, et la réponse va être très claire de la part des autres pays de la SADC, qui a été dit, si vous êtes dans East African Community, vous avez demandé le déploiement de ces troupes. Alors, dans ce cadre-là, il est difficile de pouvoir encore redemander le déploiement des troupes de la SADC. Dans cet imbroglio, il faut savoir que beaucoup de pays de la SADC, notamment l'Afrique du Sud, la Tanzanie, ont déjà des troupes au sein de la MONUSCO. Alors, redemander encore d'autres forces par rapport à une force régionale, et là, on tourne en rond, et de mon point de vue, c'est contre-productif. Non seulement c'est contre-productif, et on voit bien qu'il y a l'échec de la politique du tropisme à l'Est a été clairement établi. On va ouvrir notre standard à présent pour prendre ces nombreux auditeurs qui veulent aussi intervenir. Jean-Baptiste Mwindo Kasekwa, on va prendre cet auditeur, Augustin Mboyo, qui appelle. Augustin Mboyo, depuis le territoire de Bokongo. Je suis de ceux qui pensent que la session extraordinaire n'est pas opportune du fait que cette session coûte des montants faramineux et des sommes colossales à la caisse du trésor public. Nous pensons que dans le stade actuel, le pays est vraiment en danger ou à l'insécurité qui va son record, que les politiques fédèrent toutes leurs énergies, que le président de la République appuie forcément les forces armées et les services de sécurité pour mettre hors état de nuire les ennemis du M23 qui sont sous l'appui de la République rwandaise. Réaction? Oui, nombreuses personnes évoquent la question du coût. Deux réponses. D'abord, du 15 juin au 15 décembre 2021, les députés nationaux comme les sénateurs, au nom de la prorogation de l'état de siège, ont siégé sans exiger d'être payés à titre exceptionnel. Et donc, une session extraordinaire de 4-5 jours autour de la question sécuritaire ne peut se faire même sans exiger des paiements particuliers. Deuxième élément de réponse. Je viens du terrain, comme je l'ai dit à l'introduction, où j'ai recueilli des informations liées à la mise à condition de nos forces.
des informations liées à la mise en œuvre de nos forces, des problèmes auxquels il faut trouver des solutions urgentes. Faute de quoi, nous risquons de laisser un boulevard au M23 qui risque de prendre le contrôle de Goma et de Goma étendre ses ambitions. Pourtant, les autorités chargées de résoudre ces problèmes-là traînent les pas. Il importe que le Parlement exerce son pouvoir de sanction à l'endroit du Premier ministre, disais-je, du ministre de la Défense, du chef d'état-major général, du ministre de l'Intérieur. Savez-vous, madame, que dans une réunion du Commission de défense et sécurité, on pose la question au ministre de la Défense, pourquoi nos forces abandonnent régulièrement les agglomérations? Et au ministre de répondre, on ne peut pas gagner une guerre qu'on n'a pas préparée. Scandaleux. Qu'il devait préparer la guerre. Et si tu n'as pas préparé la guerre, pourquoi tu ne démissionnes pas? Et il faut maintenant que tous les habitants de Rutshuru, de Massissi, que tout Goma vive à psychose. Les habitants de Saké ne savent pas rester dans leur maison. Simplement parce que un monsieur n'a pas préparé la guerre. Non seulement ça, savez-vous qu'il y a des gens qui sont en train de construire des immeubles dans le boulevard du 30 juin, dans toutes les communes de Kinshasa, au nom des effectifs fantômes. Et on ne veut pas s'asseoir pour établir, sanctionner ces gens-là. Savez-vous qu'il y a des individus qui ont fait des opérations militaires un business? On m'a parlé des maisons qui sont en train d'être achetées à Goma, à Bunia, par ceux-là qui sont dans la chaîne de commandement et qui entretiennent des conflits de pouvoir. Au nom même de l'état de siège, il y a une cacophonie, on ne sait pas qui dit gouverneur militaire, ni qui dit chef d'état-major général avancé, qui dit commandant zone de défense, qui dit commandant secteur dirige. Et il faut que on reste bras croisés simplement parce qu'on a peur qu'une session parlementaire coûte je ne sais pas combien. Non. Soyons courageux. Il y a péril à la demeure, comme le professeur le disait. Je suis de ceux-là qui sont convaincus qu'on ne peut pas sous-traiter la sécurité. Nous pouvons même recourir à l'OTAN aujourd'hui. Tant que nous n'aurons pas pris des mesures courageuses pour réformer les FARDC, eh bien, même l'OTAN ne nous apporterait rien. La MONUSCO est là, elle a apporté ce qu'il a pu plus de 20 ans durant. Nous n'avons pas su capitaliser. La force de l'EAC, comme l'a dit le prof, nous n'en connaissons pas les termes. L'armée ougandaise aujourd'hui, je doute d'ailleurs que le gouvernement ait prorogé son mandat de séjour en RDC depuis fin novembre. Probablement que sa présence aujourd'hui est illégale. Mais ils ne veulent pas rentrer et nous traînons le pas. Nous nous posons la question s'il faut reconduire indéfiniment ou s'il ne faut pas reconduire. Mais mettons-nous, on aurait dit déjà depuis longtemps faire les états généraux de la défense au sein de notre pays. Nous avons préféré accorder la priorité aux saute-moutons, aux maisons préfabriquées. Merci. Et pendant ce temps, le pays est en train d'échapper à notre contrôle. Emery Okunji, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. C'est Henri Kaboué, dans la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. À mon humble avis, ce que nous demandons à nos élus, c'est la prise de décisions qui seront mises en pratique. Car à un certain moment, ils nous montrent théoriquement qu'ils sont en mesure de changer les choses. Mais la chose difficile à voir, c'est mettre en pratique les initiatives et décisions qui seront prises. Ne restons pas en théorie, car la pauvre population meurt du jour au jour. Emery Okunji, réaction. Je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur, madame. Vous savez, ça ne sert à rien de prendre des décisions qui ne sont pas mises en pratique. Et lorsque nous les prenons et qu'elles ne sont pas mises en pratique, eh bien, il faut sanctionner. C'est comme cela que nous devrions normalement marcher, madame. Mais ce n'est pas le cas. S'agissant de la session extraordinaire, non, madame. Il ne faut pas voir tout simplement l'aspect du coût. Il faut voir, madame, l'aspect de la sécurité de nos frères et sœurs qui vivent dans des conditions inhumaines à l'Est, qui subissent les affres de la guerre. Et nous devons faire quelque chose. Comme l'a dit, je crois que c'est mon collègue qui l'a dit, il ne faudrait pas que l'agresseur trouve qu'il est dans un intérêt facile à conquérir. Et donc, nous devons prendre des stratégies que l'on ne peut pas
peut-être dire sur les antennes de la radio Okapi, mais en étant dans les institutions, hein, par exemple dans une plénière à huis clos, nous pouvons jaillir des idées qui peuvent servir nos forces de défense et de sécurité, qui peuvent servir les décideurs du pays. Mais je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur qui dit que ça ne sert à rien de prendre des mesures qui ne sont pas mises en pratique. Au jour d'aujourd'hui, il faut le pragmatisme, madame, surtout sur la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Nous devons rectifier les tirs à tous les niveaux. C'était un plan confectionné depuis très longtemps. Peut-être nous étions encore dans d'autres choses, mais l'agresseur a bien planifié les choses. Et donc, nous devons, comme je l'ai dit au départ, qu'il y a des gens qui ont prouvé de quoi ils sont capables. Nos forces de défense ont déjà prouvé de quoi ils sont capables. C'est question de voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que ceux qui les dirigent sont à leur place? Est-ce qu'ils ont tout ce qu'il faut? Est-ce que nous ne pouvons pas chercher encore d'autres voies? Voilà l'importance de cette démarche initiée par les collègues, mais qui peuvent être aussi orientées autrement. On peut orienter, peut-être pas convoquer la session extraordinaire dans son format régulier, mais on peut trouver des voies et moyens pour qu'il y ait la participation de tout le monde puisse s'approprier cette question de l'Est qui, au jour d'aujourd'hui, touche le cœur de tout Congolais, madame. Vous voyez les conditions, les crimes commis par les agresseurs, vous voyez le pillage systématique de notre pays. Et ceux qui ont perdu de voix ailleurs, dans d'autres pays africains, sont en train de s'activer aujourd'hui pour prendre possession de l'Est. Nous devons réfléchir, madame. Sinon, demain, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Moi, je suis confiant à l'homme congolais. Le peuple congolais a déjà prouvé au monde entier de quoi il est capable. Il y a eu des civils qui ont maîtrisé dans cette ville de Kinshasa le militaire agresseur en armes. Et donc, au jour d'aujourd'hui, nous devons avoir un discours qui mobilise, qui unit. Nous devons nous parler entre nous pour que nous puissions ensemble faire face à l'ennemi dans la partie orientale de notre pays. Professeur Bob Kabamba, on va prendre cette dernière réaction pour vous, qui nous vient de Kinshasa. Moi, c'est Bienvenu Mbali de Kinshasa, ville-province. Avec tout le respect que nous devons à nos parlementaires, je pense plutôt que ces derniers se réveillent ici pour savoir la situation de l'Est, alors que ça date de très longtemps. À l'heure actuelle, convoquer une session extraordinaire n'a pas ce sens d'être en dehors de leur avarice financière non avouée. Alors, à mon avis, je suggérerais au chef de l'État de se retirer de cet accord qui a créé et mis à place la force régionale est-africaine, car il joue le jeu de l'ennemi de par leur passivité, y compris leur inefficacité sur terrain. Et par ailleurs, le chef de l'État doit aussi savoir et comprendre que la sécurité du peuple congolais et l'intégrité du territoire national est assurée par les forces loyalistes de la République et non par une force étrangère ou régionale. Professeur Bob Kabamba. Je suis d'accord avec l'auditeur, c'est que ce n'est pas aux forces régionales étrangères à venir assumer ce qu'on appelle les fonctions régaliennes d'un État. Il appartient aux Congolais de pouvoir assumer eux-mêmes le rôle de pouvoir se défendre la population, défendre l'intégrité territoriale. Ce n'est pas des accords qui vont être le supplétif à nos propres manquements. On ne peut pas aller chercher les Kenyans, les Tanzaniens pour pouvoir venir se battre et mourir pour nous, alors que nous avons une armée qui est... ça n'a pas de sens. Et par rapport à l'Assemblée nationale, je pense sincèrement que plutôt il faut qu'il y ait ce débat-là et que ce débat doit être public pour que qu'on ait la possibilité de savoir ce qui se passe. Et si c'est à huis clos, là, à nouveau, on ne saura pas qu'est-ce qu'il y a comme engagement et ça va ajouter ce qu'on appelle la méfiance de la population vis-à-vis de leur politique en disant que les politiciens les ont abandonnés. Kinshasa a abandonné Goma, Kinshasa a abandonné Bunia, Kinshasa a abandonné Fizi, etc., etc. On va rentrer dans une dynamique négative où on va commencer, entre guillemets, à avoir une logique qui sera une logique d'autodétermination au-delà de la zone de Kinshasa, ce qui n'est pas bon par rapport à la RDC et ce qui est aussi un pas vers ce qu'on pourrait appeler la balkanisation du pays. Alors, professeur Bob Kabamba, ça sera votre conclusion. Selon Christophe Mbosso, notre pays doit s'assumer. Ce n'est plus le moment
où nous devons laisser le chef de l'État seul travailler. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos de Christophe Mbosso? Madame, je pense que aussi, en se référant à une autre émission que nous avons eue, moi j'avais plaidé de manière très claire, sans ambiguïté, que le retrait au fait de la force régionale, parce qu'elle ne sert à rien, elle ne servira à rien, sinon que compliquer les choses. L'avantage, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir travailler avec les forces congolaises. C'est les forces congolaises qui doivent se battre, c'est les forces congolaises qui doivent être en avant et pas nécessairement aller chercher des forces qui viennent d'ailleurs avec des agendas qui sont incompatibles avec les objectifs et le développement du pays. Et donc, effectivement, oui, il faut mettre fin à la force régionale, qu'elle rentre et qu'on concentre les efforts uniquement sur les FARDC. Puisque vous devez savoir aussi, madame, que les forces régionales doivent être payées par le Congo. Cet argent-là, au lieu de pouvoir payer ces forces régionales, on peut mettre cet argent-là dans le renforcement des capacités de nos militaires, renforcer aussi leur équipement, et c'est tout à fait possible de pouvoir se réorganiser et de pouvoir arriver à contenir ce qui est en train de se passer sur le terrain. Merci, professeur Bob Kabamba. Jean-Baptiste Mundo Kassekwa. Faut-il finalement que cette force puisse se retirer de la RDC? Parce qu'apparemment, c'est le souhait de beaucoup de Congolais. Elle est inutile, elle doit se retirer, mais beaucoup plus, nous devons prendre des mesures relatives à la montée en puissance des FARDC, par exemple au sujet de la question des effectifs, déjà sous-tués quotidiennement dans la commune d'Oicha, à Eringeti, à Irumu. Hier, toute la commune de Oicha est en deuil et les FARDC disent nous manquons d'effectifs. Comment une population de 100 millions d'habitants du Congo, nous pouvons manquer d'effectifs pour assurer le contrôle de notre territoire? À côté de la question des effectifs, la session extraordinaire doit répondre à la question de savoir est-ce que les fonds destinés à la motivation et à la restauration de nos troupes sont débloqués? Est-ce que ces fonds arrivent? Parce que nous avons des informations d'après lesquelles même de l'eau à boire fait parfois défaut. Des questions relatives à l'équipement. On ne peut pas nous opposer le fait que des troupes d'agression seraient plus équipées que nous, alors qu'avec toutes les richesses, nous sommes en mesure de combler ces déficits. On devrait régler la question du financement de la loi de programmation militaire. Nous avons un budget de 16 milliards. Nous avons proposé au gouvernement que les institutions acceptent de fonctionner avec les 10 milliards comme pour l'exercice 2022 et que tous les 5 milliards soient affectés en une année aux forces de défense et de sécurité. Mais le gouvernement n'a pas pris cela comme une priorité parce que pour eux, c'est la campagne électorale. Mais vous allez effectuer, comment on va faire l'enrôlement à Rutshuru, à Massissi, à Goma, à Sak aujourd'hui? Donc, tous ces gens-là qui sont aveuglés méritent qu'on leur tire les oreilles. Et je pense la session parlementaire va faire l'état des lieux, mais ne devrait pas s'empêcher de sanctionner. Ilukamba a été révoqué parce que la question sécuritaire allait mal. Sous Malukonde, la question s'empire. Le pays nous échappe et on est là en train de l'acclamer. Oumela, béton. Non, trop c'est trop, on doit sanctionner. Merci Jean-Baptiste Mundo Kassekwa. Et Emery Okundi, on doit sanctionner selon Jean-Baptiste Mundo Kassekwa. Trop c'est trop. Madame, nous sommes face à un avenir sombre de notre pays. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons prendre notre destin en main et décider de l'avenir de notre pays. Voulons-nous demain un pays qui sera balkanisé ou nous voulons un pays uni, un pays respecté, un pays souverain? C'est à nous de décider. Et l'article 63 de la Constitution nous donne déjà une réponse qui nous dit que tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale face à une menace ou à une agression. Et ici, il s'agit de l'agression rwando-ougandaise. Et donc, nous devons nous mettre debout avec tout le moyen que nous donne la Constitution, que nous donne la loi de la République pour faire comprendre au monde entier que lorsqu'un peuple prend conscience de son destin, eh bien, il est plus fort qu'une bombe atomique. Merci Emery Okundi. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté et Donna Madimba qui m'ont aidé à préparer cette émission. Joël Mokondo était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.